Bien, on continue de parler du Mali. Nous évoquions donc la manifestation que projette l'imam Mahmoud Dicko contre la lutte inefficace contre les djihadistes. Alors, puisqu'on parlait, Rodrigue, de la renommée qu'a Mahmoud Dicko, peut-être qu'il se sent aussi dans la peau de l'homme qui, en fait, devrait discuter avec Iyad Aghali et Amadou Koufa. Mais ce n'est pas lui qui mène ces discussions. Oui, ce n'est pas la lecture que je fais. Alors qu'on l'avait utilisé entre-temps pour les prises de contact. Figurez-vous qu'à l'origine, il y avait eu une histoire de libération de l'Azawad. Ouais. Et selon les propres dires des djihadistes, il y aurait eu un deal entre eux et la France. Vous nous aidez à libérer des otages français, nous vous aidons à proclamer l'indépendance de l'Azawad. Ils disent avoir rempli leur part du contrat en œuvrant à la libération des otages. Et à cela, ils devraient proclamer l'indépendance de l'Azawad et par la suite, la France devrait reconnaître que l'Azawad devenait une république. Ce qui a été fait, ils ont proclamé l'indépendance de l'Azawad et la France n'a jamais reconnu. Vous allez vous souvenir que tout de suite, la réaction a été sanglante avec nos deux confrères qui ont payé le prix. Claude Verlon et Ghislaine Dupont qui ont payé le prix. Donc aujourd'hui, par exemple, avec l'imam, c'est vrai qu'il ne comprend pas ce qui se dit à travers ces négociations. La prise de contact inclut, je viens chez Firmin, je lui dis, écoute, je sais que tu n'es pas en de bons termes avec Samuel. Moi, j'ai discuté avec lui. Il est d'accord que vous pouvez reprendre les relations à condition que. Tu comprends? Ça veut dire que dans sa prise de contact, ou dans toute médiation, en toute négociation, dans les prises de contact, on a déjà une idée sur ce que X veut, sur ce que Y veut, pour pouvoir, et le travail va consister à concilier les deux besoins exprimés pour pouvoir amener les deux ponts à reprendre, à se renouer le truc. Maintenant, si lui, il ne fait pas confiance aux autorités qui sont face aux djihadistes et aucune information ne filtre vers lui, mais dans ce cas, à un moment donné, s'il est plus écouté, il se voit une légitimité derrière, il prend ses responsabilités pour dire dans ce cas. Maintenant, pour amener les populations à alimenter cette légitimité derrière lui, il frappe les points forts, la défaillance de l'État. Il parle d'école. L'école n'a rien à voir avec les négociations avec le terrain. Il parle de la corruption. Ça, c'est pour rassembler. Très bien. C'est pour amener ceux qui sont victimes de ces problèmes pointés à rallier la cause pour qu'il ait une légitimité derrière qui lui confère l'autorité. Une certaine légitimité. Oui, voilà. De participer donc à ces discussions. C'est la lecture que je fais. Maintenant, ce qui est important, en cela je dis, aussi longtemps que l'injustice sociale va être érigée en mode de gouvernance, je vous assure que on entendait parler de Boko Haram. Mais aujourd'hui, ce n'est plus forcément Boko Haram. On a parlé d'AQMI, on a parlé de l'État islamique. L'État islamique, chez nous, je parle de l'Afrique. Donc les ramifications de l'État islamique et tout, avec des groupes qui continuent, qu'on continue de créer. Entre-temps, il y avait le journal L'Alternative qui avait parlé d'un recrutement au nord du Togo, où on achetait par exemple une moto aux jeunes et on les embarquait. Parce que lui, il veut, c'est ce que Firmin a dit. Le gars, il cherche de l'eau, il ne trouve pas. Il veut manger 2 fois par jour. Pas une ration équilibrée forcément. Il veut juste manger 2 fois par jour. Il n'en trouve pas. Et à côté de lui, par saison, des gros cylindrés viennent lui faire humer la poussière. Et puis, basta, on disparaît, on se fond dans la nature. À un moment donné, mais écoutez, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. C'est pour ça qu'il faut nécessairement soigner la gouvernance en Afrique. Ce ne sera pas la personne de Ibeka, ni de Rochma Christian Kaboré. Mais, comme je l'ai dit, les gens sont dans un business. Et ce business-là, les Maliens l'ont dit. Est-ce que l'armée régulière s'approche des camps de ces... Comment vous les appelez? Ces forces de lutte contre... Ces forces... Oui, les forces... Le G5 Sahel et les autres. Est-ce que l'armée régulière s'approche de leur base? Non.
Entre-temps, les informations ont circulé comme quoi on ne verrait que des avions décoller, des hélicoptères décoller, et puis des véhicules faire la navette. Et on ne sait pas ce que les gens transportent. Si vous êtes là pour nous défendre, vous ne nous dites pas ce que vous faites. D'accord. Donc il y a plusieurs paramètres. Est-ce qu'on peut, Beausoleil Yobeko, conclure que finalement Mahmoud Dicko est contre IBK? Non, au fait, ce qui l'a amené à se lever actuellement, moi je crois qu'essentiellement c'est la sécurité, ce qui se passe la crise sécuritaire au Mali. Et quand on parle de la crise sécuritaire au Mali, il faut distinguer aussi le MNLA des autres des groupes terroristes. Le MNLA qui lutte pour l'indépendance de l'Azawad, et Nation de libération de l'Azawad, qui a conclu aussi des accords avec le gouvernement, et à chaque fois les gens appellent au respect et à l'application de cet accord. Et de l'autre côté, il y a aussi les terroristes qui plongent le gouvernement dans un dilemme. Faut-il lutter et combattre ces terroristes? Faut-il discuter avec eux comme nous venons de le dire? Mais le gouvernement se trouve dans un dilemme qui est un peu difficile à résoudre. Et je crois que, sincèrement, avec l'intrusion de l'imam Dicko dans cette affaire, moi je crois que je ne vois pas de difficultés ou de problèmes au niveau de l'intrusion de l'imam dans la scène politique. Et parce que le Mali se trouve dans une situation où tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour qu'ils puissent sortir de cette situation sont les bienvenus. Donc, vivement que la contribution de l'imam soit salutaire pour le Mali, parce que le Mali en a besoin. Nous passons, vous voulez placer un mot? Oui, je voulais placer juste un petit mot. Je pense que l'ancien président est revenu, président malien ATT est revenu. On a libéré aussi Sanogo. Donc je pense qu'eux aussi peuvent se mettre ensemble pour essayer de trouver une solution. Parce que ce qui importe, c'est toute la zone, en fait, toute la zone. Le Mali a des problèmes, ça veut dire que le Burkina n'est pas loin du Mali, et puis autres. Je pense qu'on peut trouver. Mais Rodrigue a parlé de quelque chose de très important. Le G5 Sahel, quel rôle joue-t-il en réalité? Le G5 Sahel, ils sont là, on parle de millions d'euros, millions de dollars. Les États-Unis avancent assez d'argent, l'Union européenne donne beaucoup d'argent, la Grande-Bretagne, la France. Maintenant, quotidiennement presque, il y a des attaques terroristes. Quel rôle joue le G5 Sahel? Moi, c'est la grande question que je voudrais poser. Passons à la Côte d'Ivoire, où 2 journalistes pro-Gbagbo ont été condamnés à des amendes pour diffamation. Le directeur de publication et un journaliste du journal Le Temps, quotidien ivoirien proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, ont été condamnés mardi à des amendes de 5 millions de francs CFA pour diffamation. Yacouba Bané et Barthélemy T1, journalistes au service politique, avaient été interpellés mardi matin. Ils ont été jugés en comparution immédiate, poursuivis pour atteinte à l'honorabilité et à la considération de plusieurs membres du gouvernement après un article intitulé « Fraude au sommet, corruption, la Côte d'Ivoire, un véritable État voyou ». J'avoue qu'on voit plus de titres beaucoup plus durs au Togo, mais personne n'est inquiété. Bon, ça, ce n'est que mon avis. Alors, moi, j'ai un problème, Rodrigue, c'est quand on dit des journalistes pro-Gbagbo, ça se dit? Ben, c'est quelque chose qui se trouve de nos jours dans le langage, je dirais, courant. Parce que quand tu vas dans tous les pays, on taxe tel jour aussi, et ça dépend du point de vue que la personne exprime, et on rattache cette personne directement à un leader de politique. Il faut aussi dire que à un moment donné, lorsqu'un président est au pouvoir et tous les journalistes qu'on voit souvent avec lui, ils sont taxés des pro-X. Et lorsque ce dernier n'est plus au pouvoir, alors ça donne tout ce que ça donne. Cela va aussi également dans le sillage des ministres aussi. C'est un peu comme en Afrique aujourd'hui, chaque président a son groupe autour de lui, chaque ministre a son groupe. Et c'est en cela vous allez constater que dans nos États, lorsque par exemple 2 ministres veulent se tirailler, vous allez voir 2 journaux s'interposer en même temps. Donc c'est un fléau qui frappe la corporation. Et ça fait beaucoup de mal à moi personnellement, et en tant qu'organisation professionnelle de presse, on se bat pour voir dans quelle mesure on peut amener
la presse à se professionnaliser et relever ce défi-là pour que désormais on ne parle plus de pro-X ou pro-Y. Ça dépend aussi de la prise de position. Lorsque quasiment le journaliste prend la place de l'homme politique, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vrai que sur des sujets donnés, le point de vue du journaliste va coïncider avec celui de l'homme politique, mais lorsque on advient à déposer carrément sa casquette de journaliste et prendre la casquette de l'homme politique, c'est-à-dire tout de suite je suis là, on parle je dis non, tu ne peux pas parler de Samuel comme ça, c'est-à-dire ça veut dire que je mange chez Samuel. Donc c'est ce qui arrive, c'est pour ça qu'il y a ces histoires de pro-X, pro-Y. Donc quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez les pro-Babo. Et vous avez les pros Simon Bako, vous avez les pros Afin Guesson, vous avez les pros Bédier, vous avez les pros Ouattara, vous avez les pros Soro, vous avez les pros Blégoudé. Donc, franchement, c'est une division assez monstre qui affaiblit la presse. Là, vous allez voir tous les jours, vous allez dans les kiosques, les titres que vous lisez reflètent cette division-là. Et moi, je suis en train même de proposer un mécanisme. Je n'aimerais pas en parler ici parce que ça aussi, c'est ça. Ça va très vite être vidé de sa substance. Mais il faut quand même, quand on est journaliste, quand on aime ce métier, parce qu'aujourd'hui, nous avons également un problème de conversion. Oui. On est journaliste parce qu'on... Il faut par exemple, au-delà du journalisme, à un moment donné, qu'on puisse raccrocher, qu'on puisse écrire des livres, qu'on puisse... Moi, par exemple, je prends mon temps, je dis, je m'amuse, et puis je grignote quelque chose qui peut-être va sortir et servir de contribution quelque part. Si on est dans cette dimension-là, on ne peut jamais se laisser phagocyter par un détourneur professionnel, par exemple, qui ne te donne que quelques miettes et te salit. Alors maintenant, si on en vient à... Je pense que ça existe. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, ces derniers temps, bon, c'est leur histoire qui fait que c'est profondément profond comme ça. Si vous permettez ça. Sinon, les journalistes pro-droite, pro-gauche, ça existe de partout. Mais c'est pas la norme non plus. Non, au fait, l'histoire ou l'évolution de la profession a prouvé que ça ne peut qu'être comme ça. C'est comme aux États-Unis, dans les années 1700-1800, on ne permettait pas aux journalistes de voter. De toute façon, on dit, vous votez, ça veut dire vous prenez position. Vous allez voter soit pour la gauche ou soit pour la droite. Donc, mais avec le temps, on dit, mais les journalistes, c'est des citoyens après tout, c'est des humains après tout, donc on peut leur permettre d'aller voter. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, il y a toujours deux à trois camps. Il y a ceux-là qui sont pro-pouvoir, pro-opposition. C'est comme en France, le Figaro, c'est pour la droite. La Libération, c'est pour la gauche. Ça existe en France comme ça. Et au milieu, vous allez voir certains journaux qui ne sont ni pour la gauche ni pour la droite. Les analyses ne sont pas si clivées. Très bien. Voilà, c'est ça. Au Togo, par exemple. À ce niveau-là, on sent un professionnalisme. Oui, on sent un professionnalisme. C'est le fait. C'est le fait. Oui, au Togo. Et avoir des indices pour comprendre que tel est forcément aligné derrière tel. Mais au même moment, il faut faire attention. Oui. Le même journaliste va écrire demain un autre article. Tu diras, mais entre-temps, je croyais qu'il était avec... Oui, maintenant, ça existe. Mais ici, par exemple, en Afrique, c'est beaucoup plus clivé. Du 1er janvier au 31 décembre. Voilà, c'est beaucoup plus... par exemple, louanger une seule personne. Voilà, c'est beaucoup... insulter une seule personne. Oui, c'est beaucoup plus clivé. Mais je vais vous contredire. Vous savez, c'était en 2009, Sarkozy était allé en France... Non, c'était lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et à l'époque, France 2 devrait organiser un journal en direct. Et maintenant, c'était David Pujadas qui interrogeait Nicolas Sarkozy. Sarkozy répond en plein journal. Pujadas lui pose des questions et Sarkozy répond. Et Pujadas de répliquer: bien répondu, Monsieur le Président. Or, ça ne se dit pas. Ça veut dire que Pujadas, c'est un admirateur de Nicolas Sarkozy. Et il a laissé transparaître. Il a laissé transparaître. Et le lendemain, dans l'émission Les Guignons sur Canal+, on s'est tellement moqué de lui. On a dit, mais comment un professionnel comme ça, dans ce pays de démocratie, peut se comporter comme ça en direct sur une chaîne de télévision publique? Donc ça veut dire simplement que ça existe partout, en fait. Parce que ce sont des humains qui font... Sauf que en Afrique, c'est beaucoup plus clivé. C'est le clivage que nous allons chercher à dénoncer et à faire évoluer. Sinon, ça existe partout comme ça. Alors, Bossolé, je voudrais revenir. Ça, c'est la cuisine interne. Oui, c'est les journalistes qui parlent. Je voudrais revenir à ce titre-là. Fraude au sommet, corruption, la Côte d'Ivoire, un véritable État voyou.
Ça doit valoir 5 millions d'amende. Non, au fait, moi, je n'ai pas lu le contenu de leur article, donc... mais le titre est évocateur. Oui. Et puis, nous sommes dans un pays de droit, en Côte d'Ivoire, un état de droit... Qui prône la liberté d'expression. Mais aussi qui interdit les diffamations et les attaques aux personnes, aux citoyens. Donc, il y a des lois... Et je crois le code de la presse au niveau de la Côte d'Ivoire, et je crois que les 2 journalistes qui ont été jugés et condamnés, et la justice les a condamnés par rapport à la loi de la Côte d'Ivoire. Donc 5 millions d'amendes, je ne sais pas si c'est beaucoup ou bien c'est peu, mais en fait ça ici c'est tuer le journaliste. 5 millions en Côte d'Ivoire, je ne crois pas. Je dis ici, ça c'est carrément tué. Je ne sais pas combien en ont sur leur compte comme ça. Ah oui, au fait, ça existe aussi au Togo, comme tu le dis, et je crois la loi le code de la presse que nous avons voté le passé, je me rappelle en votant ça, il y a des gens des députés qui se sont posé la question par rapport aux amendes. Et on a mis des fois 1 million à 5 millions, 1 million à 2 millions. La question a été posée en plénière si un journaliste qui n'arrive pas à jouer les 2 bouts a été condamné à 1 million d'amende. Vous donnez cette amende, vous-même vous allez payer. Donc vous avez raison de l'évoquer, et je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, mais toujours est-il que le code de la presse a mis les règles et des lignes à ne pas franchir quand on écrit, et un journaliste exerce son métier. Donc les journalistes ont décidé de faire appel. Je crois que la justice suit son cours normal, et on verra la suite à donner à cette affaire. Oui, Firmin. Non, vous savez, c'est la question que vous avez posée qui m'intéresse. Reprenez la question. C'est-à-dire le titre, j'ai lu le titre, fraude au sommet, corruption, la Côte d'Ivoire, véritable état voyou. Ça vaut 5 millions. Oui, regardez par exemple, en France, ça vaut plus que ça. Sous la gouvernance Sarkozy. Je vous donne un exemple. C'était en 2007-2008. Sarkozy venait d'être élu en 2007, et il avait reçu Patrick Poivre d'abord, PPDA, le présentateur phare du journal. Qui l'a fait virer d'ailleurs. Qui l'a fait virer, bien sûr. C'est là où j'en viens. Et il les reçoit à l'Élysée, et PPDA lui pose cette question. Monsieur le Président, juste après votre élection, vous jubiliez comme un petit garçon dans la cour, qui venait de rentrer dans la cour des grands. La question a embêté Nicolas Sarkozy. Sarkozy dit: ah bon, Patrick Poivre d'abord, PPDA, moi, chef de l'État français, petit garçon qui vient de rentrer dans la cour des grands, ah bon, moi 53 ans, 52 ans, 53 ans, moi, et ça a embêté Nicolas Sarkozy. Il a reculé difficilement. Voilà, difficilement. Et après, il a appelé le conseil d'administration. Après, TF1, c'est une chaîne privée française. Après, Sarkozy a appelé le conseil d'administration de la chaîne, et il a fait virer. Vous imaginez, il a fait virer PPDA. C'est ça qui a détruit PPDA jusqu'à maintenant. Donc c'était le 10 juillet 2008, PPDA a été viré. Et c'était ce jour-là qu'il présentait son dernier journal parlé sur TF1. Et jusque-là, jusqu'à présent, la vie journalistique de PPDA a été détruite. Vous imaginez, c'est pour répondre à votre question, si en Côte d'Ivoire, ça pouvait valoir 5 millions, en France, c'était même pas ce titre-là, mais c'était juste une simple question, et ça coûtait un poste à un grand journaliste de renom. Parce que PPDA a eu à connaître des grands hommes. Il a eu à interviewer Saddam Hussein, Kadhafi, George Bush père, George Bush fils. Et il a vu Sarkozy grandir au fait. Vous imaginez, lui présentait le journal en 82 quand Sarkozy était conseiller municipal. Donc Sarkozy ne représentait en réalité rien devant lui. C'est pour cela qu'il a embêté. Vous jubilez comme un petit garçon qui venait de rentrer dans la cour des grands. Vous imaginez, on parle de démocratie, mais les pays, les réalités sont un peu différentes. C'est compliqué. Mais ça veut dire, Rodrigue, que je l'ai dit, moi, je lis des titres chez nous au Togo, Samuel, qui sont beaucoup plus acerbes que ça. Samuel, dans la procédure, vous comprenez que qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Parce qu'en citation, quand vous dites que le jugement a été fait en citation directe, alors que quand nous prenons, j'ai eu la chance de parcourir un peu le code de la presse de la Côte d'Ivoire, j'ai parcouru le code de la presse au Bénin, au Sénégal, au Burkina, pratiquement la même chose. Et on a une certaine avancée, on avait une certaine avancée par rapport à notre code. C'est en cela que vous allez voir que quand on parlait de l'article 497 ou quelque chose comme ça, code pénal 497, au moment où on a adopté très bien, les autres pays
ont vu de loin aussi une épée de Damoclès et les confrères se sont associés un peu partout à cette lutte-là. Ça voudra dire qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes que le code de la presse prévoit quand il s'agit de ces genres je dirais, d'égarement, diffamation, patati patata. Maintenant, il n'y a pas, et souvent, il ne faut pas aussi se fier au titre. Il faut lire le contenu. Mais ici, vous comprenez forcément que, par exemple, quand tu vas au Bénin ou au Nigeria, il y a des titres où on cite directement les noms. Maintenant, le truc, c'est de voir si le journaliste a les moyens qui lui permettent de faire cette affirmation. Tu sais, nous n'allons pas rendre nos États comme une jungle, ou parce que ce sont des pro-Gbagbo. Et ça, c'est de ça qu'on a entendu parler. Il y a d'autres, par exemple, vous savez, au lendemain de la chute de Gbagbo, il y a d'autres qui ont retrouvé rapidement le chômage, d'autres qui ont été obligés, d'autres journalistes qui ont été obligés de prendre la clé des champs. Parce que c'est une sorte de règlement de compte à un niveau donné. Et ça, si eux, ils ont résisté, c'est parce que c'est un quotidien. Et quand on parle de quotidien, quand vous prenez l'amende, maintenant, venons à l'amende. C'est juste asphyxier le journal parce que il y a une échéance capitale qui arrive ou des choses. Vous savez, en Côte d'Ivoire, la presse a encore son pouvoir. La presse a encore son pouvoir parce que le seul moyen de communication où les gens font confiance, enfin, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, la plupart de nos États font confiance à certains journaux. Si c'est tel journal qui a publié tel article, c'est vrai, ainsi de suite et tout. Donc, moi, je vois de loin un jeu qui va consister à inquiéter un tout petit peu les gens et les amener ceux qui ne sont pas taciturnes à entrer rapidement à ramollir pour avancer. Ça voudra dire, pour moi, je lis un signe précurseur, peut-être d'un ouragan qui arrive. Alors, bon soleil, c'est des situations du genre qui devraient, quelle que soit la ligne éditoriale du journal, qu'il soit pro ou ceci ou pro cela, qui devrait quand même mobiliser la corporation pour dire non, ça ne passera pas. Non, au fait, ça dépend aussi des personnes accusées dans l'article. C'est ce que je dis, je l'ai dit tantôt, je n'ai pas lu le contenu. Et ça dépend, mais j'ai cru comprendre que l'article a attaqué les membres du gouvernement qui se sont plaints. Donc, je ne sais pas au juste ce qu'il a dit. On a parlé de corruption, mais qu'est-ce qu'on a dit? Quelles sont les révélations qui ont été faites et quelles sont les preuves apportées à ces révélations et pour étayer ces révélations. Mais moi, ce que moi je dis, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays du droit. Et c'est un pays où le principe, l'un des principes fondamentaux de la démocratie, la liberté d'expression est respectée. Et aussi, il faut respecter aussi la dignité humaine et éviter aussi de salir l'image de ses concitoyens. Donc je crois que tout ça là, ça a été prévu dans les règles, dans la loi de la Côte d'Ivoire, dans le code de la presse aussi. Et lorsque ces journalistes ont été accusés, il y a une justice qui a été rendue. Et je crois que cette justice a été rendue par rapport aux règles fixées et à la loi de la Côte d'Ivoire. Ce qui est maintenant intéressant, je crois que qui a été fait au Togo, je crois que c'est fait aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la dépénalisation du délit de presse. Du délit de presse. Du délit de presse. Donc je crois que on serait. Mais vous dépénalisez, mais quand vous les asphyxiez financièrement, ça ne sert plus à rien, votre dépénalisation. Non, au fait, c'est une amende. Les condamnations, les sanctions, c'est pour amener ceux qui sont sanctionnés à ne plus reprendre, d'une part, à ne plus reprendre leurs erreurs, et aussi, quelque part, satisfaire un peu ceux qui ont été lésés dans cette affaire. Donc, je crois que en fixant cette amende à 5 millions, on n'est pas à Côte d'Ivoire. Donc, attendons de voir.
ça tue. Appel ils vont faire appel. Ça tue un peu la liberté d'informer. Oui, ça c'est une restriction à la liberté de presse. Parce que quand on vous demande de payer 5 millions, vous avez trouvé ça où au fait? Vous vendez combien de journaux? 5 millions, un directeur de publication. C'est une restriction à la liberté de presse. On vous permet de parler, mais on vous dit attention, vous parlez mal, mais vous payez 5 millions. Il y a une épée de Damoclès. Il y a une épée de Damoclès qui peut sur votre tête. Ça, on peut parler de 100 000 francs, on peut parler de 50 000 francs, mais jusqu'à 5 millions, on vous asphyxie. C'est comme on est en train de tuer le journal. Sur ce point-là, aucun journaliste ne doit être d'accord et aucun journaliste ne doit soutenir ça, en fait. Parce que ça tue fondamentalement la presse. Parce que quand vous avez combien sur votre compte? Et maintenant, regardez, quand vous n'avez pas de sous pour payer, vous allez faire comment? Il y aura une autre mesure alternative. On vous dit, mais vous imaginez, moi puisque je suis, je ne vais pas dire que je suis victime de cette situation. J'ai un procès actuellement au tribunal. Pas contre le pouvoir. Hein, non, pas contre le pouvoir. Je le précise très bien pour ceux qui nous écoutent. C'est un opposant, un chef de file d'opposition qui me poursuit en justice. N'allez pas au fond de l'affaire. Je ne vais pas aller au fond de l'affaire. C'est pour dire que, regardez, au Togo, la liberté de presse est menacée avec l'opposition. Vous critiquez beaucoup l'opposition, on vous poursuit en justice. Voilà. Merci. On va partir pour la pause et on revient après le journal.